L'anarchisme au Brésil, la perte et la tentative de récupération du vecteur social. Nous sommes les combattants d'une grande guerre. Tous les combattants s'entendent entre eux pour se battre. Ce qui suppose des compromis, sans lesquels il ne peut pas y avoir d'unité d'action. Ceux qui s'entendent avec d'autres ne sont plus entièrement maîtres de leur volonté. Ils sont tenus par quelques fils à un accord signé. Si les fils se brisent, l'accord est rompu. Si vous vous querellez, vous renoncez à la lutte commune. Vous fuyez la lutte. Vous vous éloignez de vos camarades. José Oiticica. L'anarchisme a émergé au Brésil au XIXe siècle comme un élément déstabilisateur pour l'ordre, avec une certaine influence sur les révoltes de l'époque, comme ce fut le cas avec l'insurrection de Praia en 1848, sur l'environnement artistique et culturel ainsi que sur les expériences des colonies agricoles expérimentales à la fin du siècle. La colonie Cecilia 1890-1894 étant la plus connue de ces expériences. Il est fait état de grèves, de journaux ouvriers et des premières tentatives d'organisation des centres de résistance des travailleurs au cours du même siècle. L'émergence de ce que nous appelons le vecteur social de l'anarchisme a commencé au début des années 1890, entraîné par une croissance de l'insertion sociale de l'anarchisme dans les syndicats qui a culminé dans la deuxième décennie du XXe siècle. Nous appelons vecteur social de l'anarchisme ces mouvements populaires qui ont une influence anarchiste significative, surtout en ce qui concerne leurs aspects pratiques, quels que soient les secteurs dans lesquels ils se produisent. Ces mobilisations, les fuites de la lutte des classes, ne sont pas anarchistes étant organisées autour des questions de revendications spécifiques. Par exemple, dans un syndicat, les travailleurs luttent pour de meilleurs salaires. Dans un mouvement de sans-abri, ils luttent pour le logement. Dans un mouvement de chômeurs, ils luttent pour le travail, etc. Toutefois, ce sont des espaces pour l'insertion sociale de l'anarchisme qui, par le biais de son influence, confèrent aux mouvements pratiques les plus combatifs et autonomes l'usage de l'action directe et la démocratie directe, visant à la transformation sociale. Les mobilisations qui s'expriment dans le vecteur social de l'anarchisme ont lieu au sein de mouvements sociaux, que nous considérons comme des espaces privilégiés pour la pratique de l'accumulation sociale, et non comme une masse destinée à être dirigée. Au Brésil, le vecteur social de l'anarchisme a commencé à se développer à la fin du XIXe siècle avec la croissance du réseau urbain et la population dans les villes, et ensuite avec la croissance industrielle qui, bien sûr, s'est accompagnée de l'exploitation croissante des travailleurs. Victimes de journées épuisantes, de conditions de travail malsaines et des bas salaires dans les usines qui ont également employé le travail des enfants. Avec pour objectif de défendre la classe ouvrière face à ces conditions d'exploitation pratiquement insupportables, ont surgi plusieurs organisations syndicales, les émeutes, les grèves et les soulèvements qui ont tous été de plus en plus fréquents. L'intensification de la lutte des classes au Brésil a été occasionnée par la grève des cochers de 1900, un certain nombre de grèves en 1903 qui ont culminé dans la grève générale lancée par les tisserands et les soulèvements qui ont abouti à la révolte de Vassina en 1904. En 1903, la Fédération des associations de classe a été fondée dans l'État de Rio de Janeiro. Elle a adopté le modèle syndicaliste révolutionnaire de la CGT française et a ensuite été
transférée à la capitale et a été renommée Fédération ouvrière régionale brésilienne en 1906. Quelque temps après, une visite des membres de la Fédération ouvrière régionale argentine et une campagne de solidarité avec les travailleurs russes. En 1904, nous pouvons dire que l'anarchisme pouvait se présenter comme un outil idéologique de la lutte et ce fut sans aucun doute le syndicalisme révolutionnaire qui fut responsable du premier vecteur social mis en œuvre par les anarchistes dans les grands centres brésiliens. En 1905, à Sao Paulo, des cordonniers, des boulangers, des charpentiers et des chapeliers ont fondé la Fédération ouvrière de Sao Paulo et en 1906 émergera la Fédération ouvrière de Rio de Janeiro, ce qui a conduit en 1917 à la formation de l'Union générale des travailleurs et à réunifier les syndicats de résistance. En 1919, l'UGT est devenue la Fédération des travailleurs de Rio de Janeiro, a été refondée. En avril 1906, le Congrès régional brésilien au travail, connu plus tard sous le nom de Premier Congrès de travail brésilien, a eu lieu à Rio de Janeiro, accueillant les délégués de plusieurs États brésiliens représentant diverses catégories. Le Congrès a approuvé son adhésion au syndicalisme révolutionnaire français, l'adoption de la neutralité de travail, du fédéralisme, de la décentralisation, l'antimilitarisme, l'antinationalisme, l'action directe et la grève générale. Les deuxième et troisième congrès ont eu lieu respectivement en 1913 et en 1920. En 1908, la Confédération ouvrière brésilienne a été fondée. Le choix du syndicalisme révolutionnaire s'est produit à travers l'adoption du champ de la mobilisation économique et par la proposition intéressante du fédéralisme, ce qui a permis l'autonomie des syndicats dans la fédération et de celle-ci la fédération dans la confédération, mais aussi du fait de l'influence internationale de l'adoption de ce modèle dans d'autres parties du monde. Les moyens de lutte que constitue la mobilisation autour de questions à court terme servent de gymnastique révolutionnaire qui prépare le prolétariat à la révolution sociale. Les anarchistes espéraient que dans l'action concrète, dans la solidarité et dans l'observation empirique des contradictions entre capital et travail, mises en évidence dans les conflits, résiderait la grande leçon à tirer par les travailleurs. C'était la garantie, disait-il, de l'acquisition de principes idéologiques et non par la prêche rhétorique ou les manuels théoriques privés de l'expérience sensible mais par la pratique de l'action révolutionnaire quotidienne par les masses. Dans la première décennie du XXe siècle, on a dénombré plus d'une centaine de mouvements de grève qui ont agi principalement en ce qui concerne la question des salaires. Au cours des années de 1917 à 1920, plus de 200 manifestations et grèves ont eu lieu rien qu'à Rio et Sao Paulo. Ce contexte global de mobilisation était largement influencé par les anarchistes, qui ont tenté de mener à bien leur propagande dans les syndicats. Sans circonstance, ces derniers, dans l'idéologie anarchiste, les syndicats étant pour les travailleurs et non pour les travailleurs anarchistes, mais en les utilisant pour la propagation de leurs idées. Toute cette attente placée dans la révolution sociale, qui devenait de plus en plus réelle depuis le milieu des années 1910, a abouti à 3 mobilisations pertinentes. Tout d'abord en 1917, ce qui est maintenant connu sous le nom de grève générale de 1917, lorsque des travailleurs de Sao Paulo, dans une large part organisée autour de comités de défense prolétarienne,
ont lutté contre la famine, réalisant des actes de sabotage et boycottant les produits des industries Crespi, Matarazzo et Gamba. Parmi les victoires du mouvement de grève, on compte la journée de 8 heures de travail et des augmentations de salaire gagnées par les secteurs du mouvement. En 1918, les mobilisations ont continué et, à Rio de Janeiro, l'insurrection anarchiste a eu lieu. Avec des grèves qui ont lieu dans les usines Carioca de Rio de Janeiro et leurs usines Campo de São Cristóvão, occupées par les travailleurs, les insurgés voulaient la réquisition des bâtiments de gouvernement et la mise en place dans la ville du premier soviet et de Rio de Janeiro. Enfin, en 1919, le syndicat des ouvriers de bâtiments civils ont connu la plus grande victoire, obtenant la journée de 8 heures de travail pour l'ensemble du secteur. En outre, en dehors de Rio de Janeiro et São Paulo, des mobilisations importantes ont eu lieu dans d'autres États du Brésil: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, dans les Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Bahia, Ceará, Pará et d'Amazonas. Il y avait même un grand mouvement culturel qui a travaillé conjointement avec les mobilisations syndicales et a été très important. Les écoles rationalistes inspirées par les principes de Francisco Guardia Ferrer et les centres sociaux, les théâtres ouvriers et d'autres initiatives qui ont été fondamentales dans l'établissement d'une culture de classe, un objet d'union dans les moments de lutte. Il y avait aussi, à ce stade ascendant de la lutte, la formation de deux organisations politiques idéologiques anarchistes qui ont cherché à travailler avec le mouvement syndical. La première d'entre elles était l'Alliance anarchiste de Rio de Janeiro, fondée en 1918 par la nécessité d'une organisation anarchiste pour travailler au sein des syndicats qui a joué un rôle important dans l'insurrection de 1918. Cependant, avec la répression qui a eu lieu, l'Alliance a été dissoute. L'organisation reprenant au sein du premier parti communiste d'inspiration libertaire, fondé en 1919, l'Alliance anarchiste et le Parti communiste regroupaient des membres d'un secteur de l'anarchisme qui s'est appelé organisationaliste et qui a considéré comme nécessaire la distinction entre des plans d'action, le plan politique, idéologique anarchiste, et le plan social, celui des mobilisations syndicales. Ces militants considéraient comme nécessaire l'existence d'organisations spécifiques anarchistes agissant de concret avec les syndicats. Il est important de souligner qu'à cette époque, les anarchistes se préoccupaient déjà de leur organisation spécifique. Nous pouvons dire que le vecteur social de l'anarchisme était sur une courbe ascendante jusqu'au début des années 1920, lorsque la crise de l'anarchisme en parallèle à celle du syndicalisme lui-même a commencé à se développer, culminant dans les années 1930 dans leur démobilisation et dans la perte de ce vecteur social. Pour nous, la perte du vecteur social et de l'anarchisme est le résultat de deux contextes de crise, l'un lié à la situation et l'autre à l'anarchisme lui-même. Le contexte de crise de la situation a été marqué d'une part par la répression à la fois du syndicalisme et de l'anarchisme, que l'on peut constater à travers la troisième révision de la loi Adolfo Gordo de 1921, qui prévoyait la répression et l'expulsion des anarchistes, en plus de la déportation des militants dans la colonie pénitentiaire de Clevelandia, située dans l'état actuel de Amapá entre 1924 et 1926,
Outre cela, il y avait aussi un reflux des luttes sociales à travers le monde de la frustration à la suite des luttes qui ont survenu après la révolution russe de 1917. Autre point important, c'était la fin de la Première Guerre mondiale et la reprise d'activité des usines européennes qui ont repris l'exportation, y compris au Brésil, ce qui a réduit le nombre de travailleurs précaires dans les villes et la croissance du Parti communiste, fondé en 1922, qui a commencé à partir de 1924 à contester fortement les syndicats et à s'allier avec les réformistes en proposant la participation électorale comme une forme d'expression politique. Enfin, l'intégration des syndicats par l'État, qui les a légalisés en 1930 et 1931 sous le gouvernement Vargas, a culminé en 1932 lorsque les syndicats ont été obligés par la loi à obtenir l'approbation du gouvernement et à suivre les règles de fonctionnement déterminées par l'État. Le contexte de l'anarchisme a été marqué surtout par la confusion entre les différents plans d'activité. Pour beaucoup de militants, le syndicalisme, qui était le vecteur social, le moyen d'action qui devrait conduire à une fin, la révolution sociale et la constitution du socialisme libertaire, a fini par devenir une fin en soi. Ce phénomène avait déjà été constaté dans l'anarchisme et a fait l'objet d'un débat acharné déjà en 1907 au congrès d'Amsterdam entre Malatesta et Monat. Monat, défenseur du syndicalisme pur, a vu une grande similitude entre le syndicalisme et l'anarchisme et a fait valoir que le syndicalisme se suffit à lui-même. Malatesta, avec une position diamétralement opposée, considérait le syndicalisme comme un champ particulièrement favorable à la propagation de la propagande révolutionnaire, et aussi comme un point de contact entre les anarchistes et les masses. Ainsi, Malatesta fait valoir la nécessité de deux plans d'activité, l'un politiquement anarchiste et l'autre social, au sein du syndicat, qui seraient les moyens d'insertion. Les positions de Malatesta et Monat résument les positions des anarchistes brésiliens. D'un côté, une partie des anarchistes a défendu la nécessité d'une organisation spécifiquement anarchiste, qui devrait chercher l'insertion sociale dans les syndicats. De l'autre, les anarchistes qui avaient considéré le militantisme au sein des syndicats comme leur seule tâche et donc oublié de former des groupes spécifiques capables d'apporter un soutien à la pratique révolutionnaire. Notre position concernant les événements sociaux au début du XXe siècle est alignée sur celle de Malatesta, qui a été reprise au Brésil par José Oiticica, qui à l'époque a considéré le manque d'organisation spécifique anarchiste comme le problème. En 1923, il avait déjà averti du fait que les anarchistes s'étaient eux-mêmes consacrés entièrement aux activités des syndicats et avaient renoncé à des activités idéologiques, confondant le syndicalisme, qui était le moyen d'insertion, avec la fin qu'il voulait atteindre. Pour lui, il était essentiel de créer des fédérations anarchistes en dehors des syndicats, telles que l'Alliance de 1918 et le Parti de 1919, qui, en dépit d'être des groupes ou des fédérations de ce type, ont été malheureusement insuffisants pour la tâche qu'il était nécessaire de réaliser. Pour Oiticica, comme nous l'avons déjà partiellement mentionné, il était important à ce moment-là de diriger des forces vers la formation de groupes fermés, avec un programme précis d'action et un engagement tacitement admis par les militants. La centralisation des forces anarchistes dans la lutte contre la bourgeoisie, continuait-il, ne doit pas être confondue avec la décentralisation, typique des organisations libertaires. Il a ensuite défendu deux mesures urgentes pour l'efficacité de l'action anarchiste: la sélection des militantes et la concentration des forces. Et il conclut: seul cela nous donnera l'unité d'action.
Nous croyons que l'absence d'organisations anarchistes qui pourraient apporter un soutien à la lutte des classes, exprimée à l'époque de la manière la plus notable par les syndicats, a également été largement responsable de la perte du vecteur social de l'anarchisme. Comme les organisations idéologiques n'ont pas été ancrées, le contexte de crise du syndicalisme s'est finalement étendu à l'anarchisme lui-même. Ainsi, une crise au plan social a également condamné le plan politique, car il n'y avait pas de réelle différence entre les deux. Pour nous, il est normal que le plan social, représenté à l'époque par le syndicalisme, connaisse des flux et reflux, des moments de développement et de recul, et l'organisation spécifique anarchiste sert précisément à accumuler les résultats des luttes et parfois à chercher d'autres espaces pour la pratique, d'autres espaces pour l'insertion. Le problème est que sans les organisations anarchistes, lorsque le plan social ou d'un secteur de celui-ci entre en crise, les anarchistes ne sont pas en mesure de trouver un autre espace pour l'insertion sociale. Une fois que le vecteur social a été perdu et sans organisation spécifique capable de soutenir une lutte idéologique de longue durée, il n'était pas possible pour les anarchistes de trouver immédiatement un autre espace pour l'insertion. Le prestige atteint par l'entrée dans les syndicats probablement les a conduits à croire que le potentiel des associations de classe était inépuisable, même supérieur à l'évolution des circonstances. Ainsi, la crise dans le syndicalisme révolutionnaire a également touché le vecteur social des anarchistes, qui ont ensuite commencé à s'organiser en groupes culturels et pour la préservation de la mémoire. Lafarge prétend poursuivre le militantisme de Pérez idéal et le travail qui a pris naissance de son histoire de lutte. Idéal Pérez était le fils de Juan Pérez Boussas ou João Pérez, un immigrant galicien anarchiste et un cordonnier qui a joué un rôle important dans l'anarchisme brésilien à la fin des années 1910. Il était un militant actif de l'Alliance des artisans de chaussures et de la Fédération ouvrière de São Paulo, après avoir été actif dans de nombreuses grèves, piquettes de grèves et manifestations. Dans les années 1930, il a été actif dans la Ligue anticléricale et en 1934, il a participé de manière décisive à la bataille de Say, quand les anarchistes ont repoussé les intégralistes fascistes sur les rafales de mitraillettes. Les anarchistes, l'année suivante, ont également participé à la formation de l'Alliance nationale libératrice, une coordination qui a soutenu la lutte antifasciste, la lutte contre l'impérialisme et le féodalisme. Idéal Pérez est né en 1925 et a commencé son militantisme dans ce contexte de crise, lorsque le vecteur social de l'anarchisme avait déjà été perdu. Cela s'est produit en 1946 quand il a participé à la jeunesse libertaire de Rio de Janeiro, au périodique Action Directe et Archot, Torche, à l'Union anarchiste de Rio de Janeiro, au Congrès anarchiste qui a eu lieu au Brésil et à l'Union de la jeunesse libertaire brésilienne. Idéal Pérez eut une participation pertinente dans le centre d'études Professeur José Oiticica, le lieu d'une série de jours et de conférences qui ont utilisé l'anarchisme comme une trame de fond et qui a été fermé par le directeur en 1969 quand Idéal a été emprisonné pendant un mois dans l'ancien ministre de l'ordre social et politique, d'abord dans la base aérienne de Galayo et ensuite dans la caserne de la police militaire sur la route Barrao de Mesquita, centre de torture et de la dictature militaire. Dans les années 1970, après la prison,
Idéal a organisé dans sa maison un groupe d'études qui avait pour objectif d'intégrer les jeunes intéressés à l'anarchisme et, entre autres choses, de les mettre en contact avec d'anciens militants et d'établir des liens avec d'autres anarchistes au Brésil. Ce groupe d'études constituerait le noyau du cercle d'études libertaires, conçu par Idéal et sa partenaire Esther Redes. Le CEL a fonctionné à Rio de Janeiro de 1985 à 1995 et côtoyant la formation d'autres groupes comme le groupe anarchiste José Oiticica, le groupe d'action directe anarchiste, le collectif anarchiste étudiant du 9 juillet, le groupe Mutirao, en plus de publications telles que Libera, Amor Mio, le magazine L'Utopie et la revue Mutirao. En outre, le CEL a organisé des événements, des campagnards et des dizaines voire des centaines de conférences et de débats. Avec la mort de Idéal Pérez en août 1995, le CEL a décidé de lui rendre hommage en modifiant son nom en Cercle d'études libertaires Idéal Pérez. Le CELIP a assuré la continuité des travaux de CEL, étant responsable de regroupements militants à Rio de Janeiro et poursuivant l'amélioration théorique de celui-ci. En outre, le CELIP a émergé avec la publication de Libera, à travers lequel il a développé des relations avec des groupes à travers le pays et l'étranger. Il a présenté d'importantes réflexions libertaires sur les questions qui se trouvaient sur l'ordre du jour au Brésil et dans le monde à l'époque, et a servi pour la diffusion des textes et des nouvelles de divers groupes dans le pays. Les conférences et les débats ont continué d'attirer de nouveaux militants et les relations que certains militants avaient avec la Fédération anarchiste uruguayenne ont fini par influencer de façon significative le modèle d'anarchisme qui a été mis au point au sein du CELIP. Il a été co-organisateur de la rencontre des étudiants libertaires de l'État de Rio de Janeiro en 1999. A participé à la réunion internationale de la culture libertaire à Florianopolis en 2000 et a contribué aux activités de l'Institut de la culture et de l'action libertaire à Sao Paulo. Il a également pris part à la lutte des travailleurs de l'industrie du pétrole, rétablissant des liens entre les anarchistes et les syndicalistes de l'industrie pétrolière. Des liens qui remontent en 1992-1993, quand ils ont occupé le bâtiment du QG de Petrobras, ainsi que lors de la première occupation d'un bâtiment public après la dictature militaire. En 2001, cette lutte des anarchistes et des travailleurs de l'industrie pétrolière a repris, culminant en 2003, dans le campement tenu pendant plus de 10 jours par les anarchistes et les travailleurs de l'industrie pétrolière luttant pour l'amnistie des camarades victimes des licenciements politiques. En outre, le CELIP a organisé de nombreuses autres activités. En 2002, nous avons lancé un groupe d'études afin d'évaluer la possibilité de la construction d'une organisation anarchiste à Rio de Janeiro, dont le résultat a été la fondation de la Farge le 30 août 2003. Pour nous, il y a un lien direct entre le militantisme d'Idéal Pérez, la construction de CEL, son fonctionnement, le changement de nom en CELIP et la fondation subséquente de la Farge. Quand nous parlons de la recherche du vecteur social de l'anarchisme, nous devons nécessairement faire référence aux travaux entrepris par Idéal Pérez, qui, même dans les années 1980, a commencé à travailler avec les mouvements sociaux en vue de sortir l'anarchisme du domaine strictement culturel auquel il avait été cantonné,
depuis la crise des années 1930. Dans la première moitié des années 1980, Idéal et Esther ont pris part à un mouvement social en tant que fondateur et membre de l'Association des amis et résidents de l'EM. Dans les années 1980, un certain nombre de fédérations de quartiers, de favelas, bidonvilles et d'associations communautaires est apparu à Rio de Janeiro et Idéal a participé à l'AMALEM en essayant de la convaincre d'utiliser l'autogestion des pratiques et de faire preuve de solidarité avec les communautés de pauvres de la Moro do Chapo Mangueira. En 1984, Idéal a été élu vice-président de l'association et en 1985 président. Son attention envers les associations de quartier était née dans une autre association, l'ALMA. Peut-être la première association a démontré un élan combatif et l'autogestion qui a fini par l'influencer d'autres associations. La stimulation d'Idéal Pérez et le développement même du militantisme à Rio de Janeiro a montré la nécessité concrète de la pratique sociale et de l'insertion des anarchistes qui s'était approfondie après les contacts que nous avons eus avec le FAO dans le milieu des années 1990. À travers Libera et le contact avec d'autres groupes au Brésil, nous avons soutenu l'initiative de la construction anarchiste brésilienne en 1996, la diffusion d'un document intitulé « La lutte et l'organisation » qui a cherché à apporter un soutien à la création de groupes organisationnels qui défendent l'idée de l'anarchisme spécifiste. Nous pouvons dire que tout l'anarchisme spécifiste au Brésil a été influencé par l'ACR et la FAO elle-même. Et il en est de même pour nous depuis lors. L'idée de l'insertion sociale et de la récupération de vecteurs n'a cessé de grandir. L'histoire du Brésil est une observation plus stratégique de la propre raison d'être de l'anarchisme nous ont laissé de plus en plus convaincus que le spécifisme était la forme d'organisation anarchiste le plus adaptée à nos fins. Pour nous, le chemin vers la récupération des vecteurs sociaux passe nécessairement à travers un anarchisme organisé spécifiquement qui différencie les plans d'activité et est présent dans la lutte des classes. Cependant, contrairement au début du XXe siècle, lorsque le terrain de prédilection de la lutte des classes était les syndicats, nous considérons maintenant que le syndicalisme peut être un moyen d'insertion, mais qu'il y en a d'autres beaucoup plus importants. Comme défini précédemment, il existe aujourd'hui une très large classe exploitée qui permet le travail social et l'insertion des anarchistes. Les chômeurs, les paysans sans terre, etc., sans abri. Pour nous, être bien organisés au plan politique, idéologique, nous permettra de trouver le meilleur chemin pour récupérer ce vecteur social de l'anarchisme où qu'il puisse être. Toute notre réflexion actuelle vise à penser à un modèle stratégique d'organisation qui permette une récupération du vecteur social. En cela souligne notre objectif de vaincre le capitalisme, l'État et de mettre en place le socialisme libertaire. Ce que nous cherchons dans ce contexte n'est qu'une étape dans la lutte. Comme nous l'avons souligné lors de notre fondation, ici nous créons la Farge sans en entendre autre chose qu'une étape du combat, de peur que les rêves justes et profondément beaux meurent.